Claire Dumas n'avait jamais imaginé que sa vie tournerait autant au ralenti à l'approche de la trentaine. 29 ans, une formation brillante en marketing digital, une carrière prometteuse dans une start-up innovante de Lyon, jusqu'au jour où tout s'est effondré. La liquidation avait été brutale. En quelques semaines, les bureaux avaient été vidés, les contrats résiliés, les illusions arrachées sans cérémonie. Depuis, Claire envoyait CV après CV, lettres de motivation, suivies désespérées, sans réponse. La pile de lettres de refus s'épaississait, tandis que son moral s'effritait. L'éclat de son diplôme paraissait s'être terni avec le temps. Un matin pluvieux de février, les doigts froids autour de sa tasse de café tiède, elle était tombée sur une annonce intrigante. Une entreprise de pointe en intelligence artificielle, basée à Paris, cherchait un profil atypique pour un poste stratégique en innovation. La description était volontairement vague, presque mystérieuse, mais la signature en bas du document avait attiré son attention comme une étincelle dans l'obscurité. Valois Technologies. Le nom résonnait avec un mélange de fascination et d'intimidation. Antoine Valois, le fondateur, était l'un des visages les plus médiatisés de la nouvelle aristocratie technologique française. Peu de gens avaient déjà eu affaire à lui directement. Certains le disaient visionnaire, d'autres le jugeaient froid et inaccessible. Mais tous s'accordèrent sur une chose. Son entreprise était l'un des lieux les plus convoités pour quiconque voulait façonner l'avenir. Claire avait relu l'annonce au moins 3 fois avant d'oser cliquer sur « Postuler ». Elle n'avait plus rien à perdre. Un saut de foi, voilà ce que c'était. Sa lettre de motivation était plus sincère que stratégique, son CV moins enjolivé qu'à l'habitude. Elle avait envoyé le tout et contre toute attente, une réponse était arrivée 2 jours plus tard. Elle était convoquée pour un entretien dans les bureaux parisiens, au siège même de Valois Technologies. Le rendez-vous était fixé pour le lundi suivant, à 10 h du matin. Le cœur battant, Claire avait réservé son billet de bus pour Paris. Faute de moyens pour un TGV ou un hôtel, elle avait opté pour un départ à l'aube depuis Lyon. Elle passerait la nuit précédente à préparer son dossier, imprimer des copies, repasser la seule tenue professionnelle qu'elle n'avait pas encore vendue. Elle s'imaginait déjà traversant les larges couloirs de verre et d'acier, défendant son point de vue devant une équipe de recruteurs austères, voire Antoine Valois en personne. L'idée la faisait frissonner d'excitation et de peur, mêlée. Le matin du départ, elle était debout à 5 h. Le bus partait à 6h30. Elle avait mis son tailleur gris-perle, enfilé ses bottines les plus confortables et fourré un parapluie cassé dans son sac, juste au cas où. La météo annonçait une pluie fine, mais rien de dramatique. Le trajet devait durer environ 6 heures. Assez de temps pour réviser ses notes, respirer à fond, visualiser son discours. Mais ce que Claire ignorait, alors qu'elle s'asseyait dans le bus en évitant de froisser sa jupe, c'était que ce jour-là, l'Île-de-France allait connaître l'un des pires épisodes climatiques de l'année. Un front orageux imprévu, des rafales violentes et un sol détrempé. Elle sentait bien que le vent secouait déjà les arbres avec plus de vigueur que prévu, mais elle se contenta de serrer les dents et de se concentrer sur son objectif. Paris. Chaque minute qui passait dans le bus la rapprochait de ce qui pourrait bien être le tournant de sa vie. Elle pensait à toutes les versions d'elle-même qu'elle avait dû abandonner au fil des mois. La femme confiante, la collègue enthousiaste, la stratège pleine d'idées. Elle voulait retrouver tout cela. Elle voulait prouver qu'elle n'était pas finie, que sa valeur ne dépendait pas du dernier échec. Vers 9h30, alors qu'ils approchèrent de la banlieue sud de Paris, le chauffeur annonça un ralentissement dû à un accident sur la route. Quelques minutes plus tard, le bus freina brutalement. Un glissement de terrain causé par les pluies torrentielles avait bloqué une portion de la route nationale. La terre avait dévalé les talus, emportant avec elle boue, branches et débris. Le bus s'immobilisa en bordure, coincé dans un bouchon sans fin. Les minutes passaient et Claire voyait l'heure tourner. L'inquiétude monta d'un cran quand une vieille dame assise près d'elle commença à paniquer, se plaignant de douleurs à la poitrine. Les passagers hésitaient, le chauffeur appelait les secours. Claire n'avait pas réfléchi. Elle s'était levée, avait aidé la vieille femme à descendre cherchant un espace plus ventilé. Mais en s'enfonçant dans le talus, ses bottines glissèrent. Elle tomba lourdement dans une tranchée gorgée d'eau boueuse. Ses vêtements s'imbibèrent en un instant. Elle avait de la terre dans les cheveux, sur les bras, jusque sous ses ongles. Et pourtant, elle se releva,
haletante, tremblante, mais décidée. Il était 9h50. Le siège de Valois-Tech n'était qu'à 15 minutes en voiture. Elle héla un taxi au bord de la route, ignorant les regards des autres passagers. Elle était couverte de boue, mais son objectif n'avait pas changé. Ce jour-là, Claire Dumas allait frapper aux portes de l'avenir. Trempée, sale, mais plus déterminée que jamais. La pluie tombait drue sur les toits parisiens lorsque le taxi s'arrêta brusquement devant l'imposant bâtiment de verre et d'acier de Valois Technologies. Claire descendit, laissant quelques billets trempés dans la main du chauffeur qui l'observait avec une moue perplexe. Elle ne prit même pas le temps de vérifier si elle avait payé le bon montant. L'eau ruisselait le long de son manteau, déjà souillé de boue, tandis que ses bottines, jadis noires, étaient maintenant grisâtres et pleines de terre. Devant les portes coulissantes, les regards des passants s'attardèrent sur elle. Elle le sentait. Ce n'était pas de la compassion, ni même de la moquerie immédiate. C'était de la surprise mêlée à une forme de rejet silencieux. Une femme visiblement cadre recula légèrement en l'apercevant, comme si sa seule présence pouvait salir le sol immaculé de l'entrée. Claire inspira profondément. Ce n'était pas ainsi qu'elle avait imaginé son arrivée, pas comme une naufragée. Elle poussa les portes. À l'intérieur, le contraste était saisissant. Le hall de réception brillait de propreté, marbré, de blanc et illuminé par des suspensions modernes. Les employés passaient, pressés, tous habillés avec soin, portant des badges discrets et tenant des tablettes dernier cri. Claire, trempée, sale et décoiffée, faisait tache dans ce décor, millimétré. Mais elle marcha droit jusqu'au comptoir, tenant son sac serré contre elle, pour éviter que son contenu ne soit touché par l'humidité. La réceptionniste leva les yeux, son sourire professionnel vacillant à la vue de Claire. Un court silence s'installa. « Bonjour, je suis Claire Dumas. J'ai un entretien prévu à 10h, dit-elle d'une voix qu'elle s'efforça de rendre assurée. La jeune femme derrière le comptoir hésita, tapota nerveusement sur son clavier, puis hocha la tête après avoir consulté son écran. « Oui, mademoiselle Dumas, vous êtes bien attendue. » Elle jeta un regard rapide à l'état lamentable de Claire, puis, avec un effort évident pour ne pas froncer les sourcils, décrocha son téléphone. « Un assistant va venir vous chercher. Vous pouvez attendre là-bas, indiqua-t-elle, montrant une rangée de sièges design en cuir blanc. Claire préféra rester debout. Elle ne voulait pas abîmer les fauteuils. Autour d'elle, les gens passaient, ralentissaient parfois, la regardèrent du coin de l'œil. Des rires étouffés lui parvinrent d'un groupe de jeunes employés. Elle entendit distinctement une phrase. « C'est une blague ? Elle veut quoi, livrer un colis ?» Elle ne répondit pas. Elle ne détourna même pas le regard. Sa mâchoire se contracta légèrement. Elle songea à s'excuser, à expliquer ce qui s'était passé, mais se retint. Rien de ce qu'elle dirait ne pourrait changer ce qu'il voyait. Une femme trempée, maculée de boue, hors de son élément. Alors, elle attendit, immobile. Quelques minutes plus tard, un homme, élancé et élégant, sortit de l'ascenseur. Il tenait une tablette à la main, s'arrêta devant Claire et, malgré un très léger froncement de sourcils, conserva une politesse irréprochable. « Mademoiselle Dumas, je suis Paul, assistant du directeur général. Suivez-moi, je vous prie. » Sans un mot, elle lui emboîta le pas. Ils traversèrent le hall, empruntèrent l'ascenseur privé et commencèrent à monter. Les chiffres s'égrenaient lentement. 10e étage, 15e, 25e. Paul ne disait rien. Il semblait concentré, presque nerveux. Claire, elle, fixait son reflet dans les parois métalliques. Des mèches collées à son front, un regard déterminé malgré la fatigue, et cette tache de terre sur sa joue gauche qu'elle n'avait pas remarquée. Elle voulut l'essuyer, mais cela ne fit que l'étaler davantage. Lorsque l'ascenseur s'arrêta, ils arrivèrent dans un couloir silencieux, plus feutré, décoré d'œuvres d'art modernes. Paul ouvrit une porte vitrée et lui fit signe d'entrer. « Le comité vous attend dans la salle de réunion. Monsieur Valois arrivera sous peu. » Claire hocha la tête et entra. La pièce était spacieuse, avec une large baie vitrée donnant sur Paris. 4 personnes y étaient déjà assises autour d'une table ovale, tous impeccablement vêtus, dossiers ouverts devant eux. Un homme en costume 3 pièces releva les yeux et haussa un sourcil. Une femme murmura quelque chose à l'oreille de son voisin. Claire s'avança sans baisser les yeux et prit place à l'une des chaises libres. Le silence pesait. Seul le cliquetis d'un stylo brisait l'ambiance. Elle ne savait pas si elle devait parler, s'excuser, expliquer.
Elle opta pour le silence. Sa dignité tenait désormais à cette retenue. Elle refusait de se justifier. Soudain, la porte s'ouvrit à nouveau, et l'atmosphère changea, instantanément. Antoine Valois entra. Grand, silhouette athlétique, regard perçant. Il portait un costume sobre, sans cravate, et une aura étrange de calme autorité. Son regard balaya la pièce d'un coup d'œil, s'attardant à peine sur les candidats, sauf sur Claire. Il s'arrêta sur elle un peu plus longtemps, ni désapprobateur, ni moqueur, plutôt intrigué. Il avança sans un mot, s'installa en bout de table, croisa les mains devant lui. « Bonjour à tous », dit-il simplement. « Le processus d'aujourd'hui sera un peu particulier. » Un léger murmure parcourut les candidats. Claire inspira profondément. Elle n'était pas venue jusqu'ici pour reculer. Le silence dans la salle de réunion se prolongea encore quelques secondes après l'annonce d'Antoine Valois. Il n'avait pas souri, pas expliqué davantage. Il observait simplement les 5 candidats, comme s'il cherchait à les sonder au-delà des apparences. Claire sentait son regard encore sur elle, mais elle évitait de le soutenir trop longtemps. Elle avait appris que dans certaines circonstances, regarder droit dans les yeux pouvait être interprété comme un défi. Et elle n'était pas venue défier qui que ce soit. Elle était venue pour survivre. Les autres candidats échangèrent des coups d'œil rapides, lourds de jugement et de questionnement. La femme assise à la gauche de Claire, tailleur, beige, maquillage soigné, cheveux tirés en un chignon parfait, se pencha légèrement vers son voisin, un homme à l'air rigide, chemise immaculée et montres en or. « Elle aurait au moins pu se changer », murmura-t-elle, pensant être discrète. Mais Claire entendit. Elle ne répondit pas. Son visage resta figé, impassible, même si son cœur cognait dans sa poitrine avec une force presque douloureuse. Elle savait ce qu'il voyait, une candidate désastreuse, sale, mouillée, assise parmi des professionnels visiblement préparés à ce moment depuis des semaines. Elle avait vu le reflet de sa propre image dans les vitres du couloir, une caricature de malchance. Pourtant, elle n'allait pas se lever, elle n'allait pas fuir. Antoine Valois se leva, se plaça près de l'écran mural et alluma un projecteur. « Vous êtes ici parce que, sur le papier, vous représentez ce que cette entreprise recherche. Compétences, ambition, profil technique. Mais ce que nous cherchons réellement aujourd'hui ne se lit pas dans un CV. » Il fit une pause, comme pour que ces mots s'impriment clairement dans chaque esprit présent. Le monde change, rapidement. Ceux qui construisent l'avenir ne sont pas toujours ceux qui le planifient parfaitement. Ce sont ceux qui s'adaptent, qui improvisent, qui voient au-delà des chiffres. Il appuya sur une télécommande. L'écran afficha une série de graphiques, de données, d'extraits de rapports internes. Trop d'informations pour être immédiatement compréhensibles. Les candidats se redressèrent, sortant leurs carnets, leurs tablettes. Claire, elle, garda les mains sur ses genoux. Son sac était toujours fermé à ses pieds. « Vous avez tous 30 minutes, dit Antoine. Devant vous, un problème réel, actuel, que notre département R&D tente de résoudre. Accès limité aux données. Vous devez proposer une solution concrète ou au moins une piste claire. Simplicité, efficacité, pertinence, ce sont les critères. » Il appuya à nouveau sur le bouton. Une minuterie apparut dans le coin supérieur de l'écran. 30 minutes. Bonne chance. Sans autre mot, il sortit de la pièce. Les candidats se penchèrent aussitôt sur les documents disponibles. Leurs doigts tapaient frénétiquement sur les claviers. Les pages se tournaient, les calculatrices s'activaient. Claire ouvrit lentement son sac, en sortit un vieux carnet à spirale, un stylo un peu mâché au bout. Elle n'avait pas prévu de faire des démonstrations technologiques. Elle avait prévu de convaincre. Le problème, en soi, était technique. Un défaut d'intégration entre 2 modules d'analyse prédictive, avec un goulet d'étranglement dans le traitement des données en temps réel. Les termes étaient complexes, mais elle avait vu cela, ou quelque chose d'approchant, dans son ancien travail. Ce n'était pas une question de puissance ni même de technologie. C'était une question d'alignement stratégique, trop d'éléments dispersés, pas assez de coordination entre les sous-équipes. Claire se concentra sur cela. Elle gribouilla des schémas, fit des flèches, ajouta des annotations. Son idée n'était pas brillante ni révolutionnaire, mais elle était pratique, immédiate. Elle proposait un regroupement modulaire, une révision des priorités et une clarification des protocoles internes. Elle termina son exposé manuscrit à peine 1 minute avant la fin.
Les candidats commencèrent à remettre leurs documents à Paul, qui était revenu les chercher. Claire hésita, puis se leva tenant son carnet comme une déclaration de guerre et le lui tendit avec calme. Voilà. Il le prit sans un mot. Peu après, on leur demanda de quitter la salle et de patienter dans le hall du 20e étage, un espace vitré avec vue sur la Seine. Le silence régna durant toute l'attente. Le chignon beige n'osa plus parler. Le candidat à la montre en or gardait les bras croisés, visiblement mécontent. Claire, elle, fixait l'horizon. Paris sous la pluie lui paraissait moins hostile que les regards qu'elle avait reçus ce matin-là. 45 minutes plus tard, Antoine Valois réapparut, cette fois accompagné de 2 membres de son conseil. Il tenait un dossier à la main. Il ne regarda personne en particulier en entrant. Il s'arrêta au centre de la pièce, feuilleta quelques pages et dit « Merci à tous pour votre participation. Après examen de vos propositions, une seule réponse s'est démarquée. » Les candidats se raidirent. Claire sentit sa gorge se nouer. Claire Dumas. Un murmure d'étonnement s'éleva. Puis la femme au chignon la fixa, bouche entr'ouverte. Le type à la montre secoua la tête. « Ce n'est pas sérieux, protesta-t-il. Regardez-la. Elle n'était même pas présentable. C'est du favoritisme, une provocation. » Antoine leva les yeux vers lui, froid comme la pierre. Elle est la seule à avoir identifié le vrai problème, l'absence de coordination humaine derrière les algorithmes. Aucun de vous n'a vu cela. Elle, oui. Un silence brutal s'abattit. Antoine rangea les documents dans son dossier. L'entretien est terminé. Bonne journée. Claire n'osait plus bouger. Les battements de son cœur résonnaient comme des tambours dans ses tempes. Elle venait de franchir une frontière invisible, et rien ne serait plus jamais comme avant. Lorsque les portes de l'ascenseur se refermèrent derrière les autres candidats, le hall du 20e étage retrouva un calme presque irréel. Claire resta là, debout, le regard perdu sur la baie vitrée. Au loin, la pluie s'était calmée, mais le ciel de Paris gardait sa teinte grise acier. Elle n'osait pas encore croire à ce qui venait de se passer. Le nom qu'elle avait entendu, prononcé le sien, s'imprimait encore dans l'air comme un écho irrévocable. Paul réapparut peu après. Il s'approcha d'elle avec cette même retenue professionnelle, mais dans son regard, il y avait une nuance nouvelle, quelque chose entre la surprise et un respect discret. « Monsieur Valois souhaite vous voir dans son bureau maintenant », dit-il simplement. Claire hocha la tête. Ses jambes étaient un peu lourdes, mais elle suivit. À chaque pas, elle se demandait si elle allait se réveiller dans le bus, trempée et boueuse, sans jamais être arrivée. Mais non, les couloirs de verre, les œuvres modernes, les murs feutrés, tout était bien réel. Elle entra dans le bureau sans oser trop lever les yeux. Antoine Valois se tenait debout derrière un vaste bureau de bois noir. Il ne travaillait pas. Il l'attendait. « Asseyez-vous, Claire, dit-il en désignant la chaise face à lui. Elle s'exécuta. Son manteau, désormais sec mais rigide de boue séchée, crissait légèrement. Elle le retira sans cérémonie et le posa à ses pieds. « Je ne vais pas vous féliciter, » lança-t-il d'un ton neutre. « Pas parce que vous ne le méritez pas, mais parce que je préfère voir comment vous travaillez avant d'évaluer vos résultats. » Claire acquiesça lentement. Elle gardait le dos droit, les mains croisées sur ses genoux. « Je vous ai choisi parce que vous avez fait ce que personne d'autre n'a osé faire, » poursuivit-il. « Vous avez regardé au-delà des chiffres. Vous avez compris que la technologie, sans une architecture humaine efficace, n'est qu'un tas de données inutiles. » Il se tut un instant, l'observant comme s'il tentait de lire au fond de ses pensées. « Vous ne ressemblez pas au profil que mes collaborateurs auraient retenu, et cela me va très bien. » Claire sentit une tension se relâcher dans ses épaules. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais Antoine leva légèrement la main. « Inutile de vous justifier pour votre apparence. Vous avez vécu un contretemps. Ce n'est pas cela qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous ferez maintenant que vous êtes ici. » Il fit un geste vers une pile de dossiers sur sa droite. « Vous commencerez demain. Vous serez intégré à l'équipe de stratégie opérationnelle. Je veux que vous observiez, que vous écoutiez, que vous compreniez ce qui freine notre croissance humaine, pas algorithmique. Vous aurez accès aux réunions internes, aux rapports de terrain, mais vous n'interviendrez pas encore. Pendant 1 mois, vous serez en immersion, et ensuite vous me rendrez un rapport libre. Franc. » Claire acquiesça abasourdie. Elle ne s'attendait pas à un tel niveau de confiance, ni à une telle mission. C'était plus qu'un emploi, c'était un test, une épreuve. « Merci, monsieur, » dit-elle simplement. « Antoine, corrigea-t-il, ici on se tutoie.
sauf si tu préfères garder une distance. Mais je ne la recommande pas. » Il lui adressa alors un sourire discret, le premier depuis qu'elle l'avait vu. « Tu peux disposer pour aujourd'hui. Paul t'indiquera les formalités à remplir. » Claire se leva, inclina légèrement la tête et sortit sans ajouter un mot. Dehors, Paul l'attendait déjà, l'air soulagé. « Il ne dit jamais tout ce qu'il pense, » murmura-t-il en l'accompagnant. « Mais s'il t'a confié cette mission, c'est qu'il te considère comme une pièce rare. » Ils descendirent ensemble jusqu'à l'étage administratif, où on lui remit un badge provisoire, quelques formulaires à remplir et les coordonnées du service RH. On lui proposa même un taxi pour la ramener à la gare, mais elle déclina. Elle voulait marcher. Elle avait besoin de ressentir le sol sous ses pieds, de se reconnecter à la réalité. En sortant du bâtiment, le vent s'était levé. Elle enfila son manteau rigide, les pas hésitants. Les gens autour d'elle marchaient, vite les visages fermés. Et pourtant, elle se sentait différente. Pas supérieure, mais chargée d'un poids nouveau, d'une attente muette. Elle reprit un bus pour Lyon en fin de journée, épuisée mais le cœur en feu. Elle ne dormit presque pas cette nuit-là. Elle repensait au regard, aux murmures, à ce silence gênant dans la salle où elle s'était assise, sale et trempée, comme un cheveu sur la soupe. Et pourtant, c'était elle qui avait été choisie. Elle se réveilla avec une seule idée en tête. Elle allait devoir se montrer à la hauteur. Non pour prouver quoi que ce soit à ceux qui l'avaient méprisée, mais parce que quelqu'un avait cru en elle quand elle-même n'y croyait plus. Le lendemain matin, Claire se présenta devant les locaux de Valois Technologies avec une précision militaire. 8h30. Cette fois, elle portait un tailleur noir sobre, des chaussures propres et confortables, les cheveux relevés simplement. Elle avait à peine dormi, mais ses yeux brillaient d'une vigilance nouvelle, animée par un mélange d'appréhension et d'ambition contenue. Paul l'attendait dans le hall. Il lui tendit un badge permanent. « Bienvenue officiellement, Claire. » Ils échangèrent une poignée de main brève. Il la mena jusqu'au 15e étage, dans une aile que Claire n'avait pas encore vue. Un espace de bureaux décloisonné où une trentaine de personnes s'activaient devant des écrans ou en réunion autour de tableaux numériques. « Voici le pôle stratégie opérationnelle. Ton poste est ici, » dit Paul en désignant un bureau encore vide, mais déjà équipé. Claire hocha la tête, absorbant chaque détail. L'atmosphère n'était pas hostile, mais tendue. Quelques regards curieux se posèrent sur elle. Certains semblaient l'ignorer volontairement, d'autres la jaugeaient sans dissimuler leur surprise. Le directeur du département, Luc Charvet, est en réunion. Tu feras connaissance plus tard. Pour l'instant, installe-toi. Voici quelques rapports internes à lire pour te mettre à jour. Il lui remit une tablette contenant des dizaines de fichiers. Claire s'installa, activa l'écran et commença à lire. Les heures défilèrent dans un silence studieux. Elle prit des notes, fit des croquis, relia des informations. Les projets décrits étaient complexes, mais un fil rouge se dessinait. Malgré les moyens colossaux, quelque chose freinait les résultats. Elle retrouvait les symptômes qu'elle avait détectés lors de son entretien. Mauvaise coordination, cloisonnement, redondances absurdes. Vers 13h, une femme approcha discrètement. Brune, cheveux bouclés coupés courts, regard direct. « Claire, c'est ça? Je suis Samira. Je suis dans l'équipe IA. Tu veux déjeuner avec nous ?» Claire accepta sans hésiter. Elles rejoignirent un petit groupe de 6 personnes dans une salle de détente élégante, avec vue sur un patio intérieur. La conversation était animée, mais dès que Claire entra, le ton baissa. Un homme aux lunettes épaisses chuchota quelque chose à son voisin, qui étouffa un rire. « Alors tu es la fameuse !» lança une femme blonde en sirotant son jus vert. « Celle qui a séduit le grand patron en mode camouflage debout ?» Claire garda son calme. Elle sourit légèrement. « Si c'était si simple, je vous laisse essayer lors du prochain glissement de terrain. » Un silence. Puis Samira rit. D'abord seule, puis imitée par 2 autres collègues. L'ambiance se détendit d'un cran. Claire sentit que son ton avait frappé juste. Ni soumise, ni arrogante. Juste une femme décidée à ne pas se laisser piétiner. De retour à son bureau, elle reçut un message. Antoine Valois souhaitait la voir à 17h. Elle mit tout en pause à l'instant. Le reste de la journée défila à toute vitesse, entre lecture, écoute de conversations techniques et prise de notes rapides. Elle n'avait jamais absorbé autant d'informations en si peu de temps. À l'heure dite, elle frappa à la
Porte du bureau d'Antoine. Il était seul, assis près de la fenêtre, regardant Paris à travers une brume légère. « Entre, Claire. » Elle s'approcha, tendue. « Comment s'est passée ta première journée ?»« Intense, répondit-elle. Mais fascinante, beaucoup de matière à observer. »« Parfait. Alors je te propose de passer à l'étape suivante. » Elle haussa les sourcils. « Tu vas participer à un comité de résolution. C'est une cellule spéciale, composée de membres transversaux, pour identifier les blocages profonds sur les projets prioritaires. Ils se réunissent dans 1 heure. Tu écouteras, tu noteras, et demain matin, tu me livreras ton analyse. » Claire sentit un nœud se former dans son estomac. « C'est un peu tôt, non? Je viens d'arriver... » « Justement, tu n'es pas encore formaté. Ton regard est pur, exploite ça. » 1 heure plus tard, elle s'assit au fond d'une salle de réunion circulaire. 8 personnes autour de la table, toutes visiblement haut placées. Le ton était tendu. On évoquait un projet de déploiement IA sur les flux logistiques, avec des retards inexpliqués, des dépassements de coûts. Claire écoutait, écrivait sans relâche. Elle reconnaissait les mêmes tensions, langage codé pour éviter les accusations, rivalité tacite, objectif flou. À la sortie, personne ne lui parla. Elle marcha seule jusqu'à l'ascenseur, ses notes serrées contre elle. Lorsqu'elle sortit du bâtiment, la nuit était tombée. Elle s'arrêta sur le trottoir, inspira profondément. Elle était en train d'entrer dans un univers à part, complexe, silencieusement hostile, mais rempli d'opportunités. Antoine ne voulait pas une exécutante, il voulait une lucidité. Et c'était peut-être la seule chose qu'elle possédait encore sans compromis. Le lendemain matin, Claire arriva avant tout le monde. Il était à peine 7 heures quand elle entra dans les bureaux encore silencieux de Valois Technologies. L'aube baignait les vitres d'une lumière bleutée, et les seuls sons étaient ceux de la ventilation et du claquement doux de ses pas sur le sol poli. Elle s'installa à son bureau, ouvrit son carnet et relut ses notes de la veille. Elle avait passé la soirée à rédiger un rapport structuré, analytique mais sans jargon. Elle y pointait les incohérences internes, les silos entre départements, les jeux d'influence à peine voilés. Elle ne citait aucun nom, mais ses observations étaient précises. Elle savait que ce document allait être lu non seulement par Antoine, mais probablement partagé. Elle l'imprima, le glissa dans une pochette noire et monta jusqu'au bureau du PDG. Paul l'attendait à l'entrée. « Il est là. Tu peux entrer. » Claire inspira profondément et poussa la porte. Antoine Valois se tenait debout, tourné vers la ville, comme souvent. Il se retourna sans un mot et tendit la main. Claire lui remit la pochette. Il s'assit à son bureau, l'ouvrit immédiatement et se mit à lire. Elle resta debout, les mains croisées dans le dos. Les minutes s'étirèrent. Il ne montrait aucune réaction. Pas un froncement de sourcils, pas un commentaire. Lorsqu'il referma le dossier, il leva enfin les yeux vers elle. « C'est juste, dit-il, précis, sans complaisance. Et tu as compris ce que même mes directeurs n'osent pas dire à voix haute. » Claire ne répondit rien. « Tu vas présenter ça toi-même, ajouta-t-il, aujourd'hui, devant le comité exécutif. » Elle blêmit légèrement. « Moi, devant le comité exécutif ? Oui, je veux qu'ils entendent la vérité d'une voix nouvelle. Et surtout qu'ils sentent qu'elle vient de l'intérieur, pas d'un consultant externe. Tu représentes ce que cette entreprise doit redevenir. » Le reste de la journée passa dans un flou d'adrénaline. Claire révisa son rapport, le reformula pour l'oral, prépara des supports visuels simples mais impactants. À 15 heures précises, elle entra dans la grande salle ovale du 26e étage. Autour de la table, 12 personnes l'attendaient, membres du comité exécutif, directeurs de département, responsables financiers. Antoine était au bout, les mains croisées, silencieux. Claire se posta devant l'écran, alluma le projecteur et commença à parler. Les premières minutes furent les plus difficiles. Certains la fixaient avec un scepticisme manifeste. D'autres ne masquaient pas leur ennui. Mais peu à peu, le ton de Claire, sa clarté, la manière dont elle nommait les choses sans détour, captèrent leur attention. Elle parlait de freins internes, de guerre d'ego, d'objectifs contradictoires. Elle proposait des solutions concrètes, parfois élémentaires, mais oubliées. Réunions transversales réelles, non formelles, objectifs croisés avec partage des indicateurs, retour du terrain dans les décisions stratégiques. Quand elle eut terminé, un silence s'installa, un silence lourd.
Un homme trapu au regard dur, le directeur technique, fut le premier à parler. C'est un peu facile, non? Arriver comme ça, en observatrice pendant 2 jours, et penser tout comprendre. Claire le regarda droit dans les yeux. Je ne pense pas tout comprendre, mais parfois il faut quelqu'un d'extérieur aux dynamiques internes pour voir ce que personne n'ose nommer. Antoine intervint enfin. Justement, c'est pour cela qu'elle est là. Le débat qui suivit fut tendu. Certains défendaient leurs équipes, d'autres accusaient à demi-mot. Claire resta en retrait, notant les réactions, identifiant les alliances tacites. Antoine, fidèle à lui-même, ne tranchait pas. Il écoutait. Le lendemain matin, un message interne tomba. Réorganisation des cellules projet. Nouvelle structure de coordination en phase pilote. Responsable de mise en œuvre. Claire Dumas. Elle lut 3 fois le message avant de comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une erreur. Les réactions ne tardèrent pas. Samira lui envoya un simple « Wow ». Un autre collègue, plus distant, passa devant son bureau sans un mot, mais avec un regard dur. Puis, en début d'après-midi, elle fut appelée dans une salle annexe. 3 personnes l'y attendaient. Luc Charvet, le directeur du département, où elle avait été affectée, une femme du service juridique et un homme de la communication interne. Ils étaient assis, l'air formel. « Claire, commença Luc, nous avons été surpris par cette nomination. Ce n'est pas une décision que nous avons soutenue, ni même anticipée. Claire reste à droite. Je comprends, mais je ne suis pas ici pour plaire. Justement, dit la femme du juridique, vous êtes perçue comme une protégée du PDG. Certains estiment que cela crée un déséquilibre dangereux. Vous comprenez ce que cela implique? Oui, répondit Claire. Mais ce n'est pas moi qui ai demandé cette responsabilité. On me l'a confiée, et je compte l'assumer pleinement. Elle quitta la salle sans trembler. Les couloirs lui parurent plus froids que jamais. Elle savait que cette promotion inattendue allait faire d'elle une cible, mais elle sentait aussi, pour la première fois depuis longtemps, que ce combat en valait la peine. Le lundi suivant marquait le début officiel de la mission de Claire à la tête de la cellule de coordination. Bien que son rôle n'ait été précisé que dans de vagues termes, tout le monde savait une chose. Elle avait désormais un accès direct à Antoine Valois, ce qui suffisait à créer des remous. Dès 8 heures, Claire pénétra dans l'open space réservé à l'équipe transversale qu'elle devait constituer. Des bureaux libres, quelques écrans et une armoire pleine de documents non triés. Elle devait tout construire depuis le sol. Le premier choc survint presque aussitôt. Aucun des 6 collaborateurs affectés au projet n'était encore présent. Elle relut la liste des affectations. 3 ingénieurs data, une responsable RH, un coordinateur financier, une analyste produit. Tous issus de départements différents. Tous apparemment réticents à l'idée de quitter leurs équipes habituelles pour ce projet né dans l'ombre d'un favoritisme présumé. À 8h30, seule Samira poussa la porte. « Je me suis dit que tu aurais besoin de renfort », lança-t-elle un sourire en coin. Claire hocha la tête, soulagée de ne pas être totalement seule. Ensemble, elles commencèrent à organiser l'espace, installer les équipements, trier les dossiers. À 9h, 2 autres membres arrivèrent, sans mot dire. À 9h15, les derniers se présentèrent, l'air fermé, le pas traînant. « Je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi je suis là », lança d'emblée la responsable RH, bras croisés. « Mon agenda était déjà plein avant cette réaffectation. » Claire ne se laissa pas désarçonner. « Tu es là parce que ton expérience peut faire la différence, et parce que ce projet, s'il aboutit, changera la manière dont Valois Tech fonctionne. Je ne te demande pas d'y croire tout de suite, juste de participer. » L'échange jeta un froid. Samira évita son regard. Les autres reprirent place en silence. Claire poursuivit la réunion de lancement, expliquant les objectifs, les étapes prévues, la méthodologie. Mais elle sentait l'absence d'écoute, le scepticisme ambiant. Les regards échangés, les soupirs, les vérifications constantes de téléphone. Elle se heurta à un mur invisible, tissé d'ironie discrète et de résistance passive. Le deuxième choc arriva dans l'après-midi. Alors qu'elle relisait des rapports techniques, elle surprit une conversation dans le couloir. 2 employés ne l'avaient pas vue. L'un d'eux parlait à voix basse. « Franchement, elle croit quoi? Qu'on va tous plier parce qu'elle est sortie d'un fossé devant le boss? Elle n'a même pas de vrai CV. C'est juste une petite histoire pour les médias internes. Le genre de conte qu'Antoine aime bien. » Claire resta figée.
Elle ne savait pas ce qui lui faisait le plus mal, le contenu des propos ou le ton et désinvolte avec lequel ils étaient prononcés, comme si sa légitimité n'avait jamais existé. Elle retourna à son bureau sans mot dire. Samira la regarda longuement, mais ne dit rien. Le reste de l'équipe continua à vaquer à ses tâches, mécaniquement sans enthousiasme. Claire décida de ne rien dire, pas encore. Elle préférait observer, encaisser, comprendre les alliances souterraines avant d'agir. Le lendemain, elle convoqua chaque membre de son équipe pour un entretien individuel. 15 minutes chacun. Pas pour les juger, mais pour les écouter. Elle posait les mêmes questions. Qu'est-ce qui, selon toi, bloque les projets ici? Quelle serait ta première action si tu pouvais changer une chose? Qu'est-ce que tu attends de ce projet? Les réponses variaient, mais une constante émergeait, la méfiance. Tous attendaient qu'elle échoue. Aucun ne croyait vraiment au succès du projet. Lors du dernier entretien, l'analyste produit, une femme aux cheveux argentés nommée Hélène resta silencieuse un long moment avant de dire « Tu sais, ce n'est pas personnel, mais tu es arrivé d'un coup, comme une anomalie dans un système déjà bancal, et ceux qui y sont depuis longtemps n'aiment pas qu'on leur tende un miroir. » Claire acquiesça calmement. « Je ne suis pas venu avec des certitudes, juste avec l'intention de faire mieux. »« Alors montre-le, » répondit Hélène, pas à coup de discours, à coup de résultats. Cette phrase résonna longtemps après la fin de la journée. Claire comprit qu'aucun argument, aucune défense verbale ne suffirait. Seuls les faits pourraient l'attirer du soupçon. La semaine se poursuivit ainsi, entre réunions froides, efforts redoublés et petites tensions. Les rumeurs continuaient de circuler. Elle entendit parler de groupes de discussion internes où son nom revenait souvent, toujours lié à son apparition boueuse du premier jour. Certains disaient qu'elle avait ensorcelé Antoine. D'autres, qu'elle servait de figure, décorative pour un projet voué à l'échec. Mais au cœur de ce tumulte, Claire tenait bon. Elle établit un calendrier précis, délégua avec méthode, écouta chaque remarque. Elle se rendait dans les différents services, parlait avec les équipes terrain, notait les problèmes invisibles à l'œil des dirigeants. Peu à peu, Samira se montra plus impliquée, et même Hélène commença à proposer des solutions. À la fin de la 2e semaine, Claire rassembla toute l'équipe dans la salle de réunion. « Je ne vous demanderai pas si vous croyez en moi, dit-elle, mais j'aimerais savoir si vous croyez en ce que vous faites ici. » Un silence. Puis Samira dit « Ce n'est pas encore de la foi, mais c'est de la curiosité. » Et c'était un début. Le projet coordonné par Claire entrait dans une phase décisive. Après 3 semaines d'intenses échanges, de plans d'action ajustés et de confrontations souvent discrètes mais tenaces, les premiers résultats concrets devaient être présentés lors d'un comité stratégique élargi. La pression était immense. Antoine avait maintenu sa confiance, mais il n'était pas intervenu depuis 2 semaines. Claire avait compris que ce silence était volontaire. Il l'observait, la testait. L'équipe qu'elle avait réunie montrait désormais une forme de cohésion, fragile mais réelle. Hélène, l'analyste produit, était devenue une alliée précieuse, tandis que Samira gérait l'aspect technique avec une rigueur irréprochable. Même les plus réticents commençaient à jouer le jeu. Une dynamique était née, et Claire s'était investie corps et âme dans la préparation de la présentation. Chaque slide, chaque chiffre, chaque scénario avait été vérifié et revérifié. Mais elle avait oublié une chose. La veille de la présentation, dans l'euphorie d'avoir enfin un document finalisé, elle avait laissé passer une version non corrigida d'un tableau financier transmis par le coordinateur budget. Un détail, un coût de maintenance surévalué, de près de 200 000 € sur une ligne obscure, camouflé dans une sous-catégorie technique. Claire n'avait pas refait ce calcul. Elle avait validé le fichier. Le lendemain matin, la salle de présentation était pleine. Antoine était là, en bout de table. À sa gauche, 2 membres du conseil d'administration, l'un d'eux, spécialisé en audit stratégique. Claire prit la parole avec assurance, déroulant les étapes du projet, les indicateurs d'efficacité, les premiers gains visibles en coordination interdépartement. Tout semblait fluide, maîtrisé. Jusqu'au moment du tableau budgétaire. À peine le chiffre erroné apparut à l'écran que le conseiller en audit fronça les sourcils. « Excusez-moi, ce poste de maintenance, c'est une erreur, non? Vous annoncez 200 000 € pour un correctif logiciel déjà inclus dans le contrat de licence. C'est une double facturation ?» Claire se figea. Elle parcourut mentalement
le tableau. Elle vit aussitôt l'erreur. Elle aurait dû le remarquer. Elle aurait dû le vérifier elle-même. Mais il était trop tard. Elle tenta de garder son calme. Il semble que ce poste ait été maintenu à tort dans la version finale. C'est une erreur de consolidation. Je prends la responsabilité. Le silence fut glacial. Antoine ne bougea pas. Le conseiller la regarda un instant, puis poursuivit. Si cette erreur est dans ce tableau, comment être sûr qu'il n'y en a pas d'autres ailleurs? Claire sentit la salle glisser sous ses pieds. Elle termina tant bien que mal la présentation, consciente que l'attention s'était évaporée. Les sourires étaient crispés, les notes prises de manière mécanique. À la sortie, personne ne la salua. Antoine se leva sans un mot. Le choc ne se fit pas attendre. Dès le lendemain matin, les couloirs bruissaient de rumeurs. Des mails internes furent échangés, certains évoquant une possible révision du projet. Paul passa à son bureau, l'air grave. « Il y a une réunion de crise dans 1 heure. Antoine veut te voir seul avant. » Claire se sentit traversée par un éclair de honte, de colère, de peur. Elle s'était battue contre des préjugés, des attaques, des résistances. Et ce n'était pas un sabotage, ni un manque de compétence. Juste une erreur d'inattention, une faille humaine. Elle monta au 27e étage, le pas plus lent que d'habitude. Antoine l'attendait, debout, les bras croisés. « Assieds-toi », dit-il sans détour. Elle s'exécuta. « Tu sais ce que représente cette erreur ?»« Oui », répondit-elle, sans hésiter, « et je ne cherche pas d'excuses. »« Bien. » Il la fixa longuement. Il n'y avait ni colère dans son regard, ni pitié. Juste cette intensité froide propre à ceux qui ont vu plus de défaites que de victoires. Ce que tu as fait ces dernières semaines a été remarquable. Tu as déplacé des lignes, créé des ponts, gagné des gens. Mais cette erreur aurait pu tout faire s'effondrer. Claire acquiesça. Elle n'avait rien à ajouter. Ce n'est pas le chiffre qui m'inquiète, c'est ce que les gens vont en faire. Ceux qui t'attendaient au tournant. Ceux qui n'attendaient qu'un faux pas. Un silence. Puis il s'adoucit légèrement. « Et maintenant, je veux voir ce que tu fais avec ça. » Elle le regarda, surprise. « Tu ne me retires pas le projet? Je t'ai confié cette mission, parce que je savais que tu ferais des erreurs. Mais aussi parce que je savais que tu saurais les porter. Tu as 24 heures pour retourner la perception. Montre-leur que tu es plus forte que l'erreur. » Elle sortit de son bureau tremblante, mais déterminée. Elle passa la journée à revoir tous les documents, à organiser un nouveau plan de communication. Elle appela chaque membre du comité stratégique pour s'excuser individuellement, expliquer, corriger. Elle rédigea un mémo interne limpide, transparent, où elle détaillait l'erreur, les conséquences et les mesures prises pour éviter sa répétition. Le soir venu, elle resta seule dans la salle de réunion travaillant à son prochain mouvement. Elle savait que l'erreur ne serait jamais oubliée, mais elle pouvait devenir autre chose, une démonstration de résilience, de responsabilité, et peut-être pour certains un début de respect. Le jour suivant commença dans un calme trompeur. Claire, encore marquée par l'incident, avait le visage fermé mais les idées claires. La nuit lui avait apporté, non, pas de l'apaisement mais de la lucidité. Elle savait que le plus difficile n'était pas de corriger une erreur, mais de reconstruire la confiance ébranlée. Sa première mission du matin fut de réunir son équipe. Ils étaient tous là, silencieux, les yeux fixés sur elle. Même Samira semblait attendre un mot, un signe, une preuve de solidité. Claire ne prit aucun détour. « J'ai commis une erreur. Elle aurait pu tout compromettre. C'est ma responsabilité, pas celle de l'équipe, pas celle des chiffres, la mienne. » Un silence. Puis Hélène murmura « On a tous vu, et on a tous noté comment tu as réagi après. Tu ne t'es pas caché. » Claire hocha la tête, les yeux brillants d'une fatigue sincère. « Je ne suis pas ici pour briller. Je suis ici pour que ce projet fonctionne. Si certains d'entre vous veulent se retirer, je comprendrai. » Personne ne bougea. Un court instant, elle sentit une vague étrange parcourir la pièce, moins de l'approbation que du respect. En fin de matinée, elle reçut un message bref de Paul. « Antoine veut te voir, maintenant. » Elle monta aussitôt, sans même prendre son carnet. Le bureau du PDG était baigné de lumière. Il était seul, debout, comme toujours, devant les vitres panoramiques. Cette fois, il ne se retourna pas tout de suite. « Tu sais pourquoi j'ai réagi comme ça hier ?» demanda-t-il sans préambule. Claire s'approcha lentement.
parce que tu penses que l'erreur fait partie du processus. » Il se retourna. « Alors ses traits moins tendus que d'habitude. Parce que je sais ce que c'est que d'échouer, de se tromper, d'être jugé avant même d'avoir parlé. J'ai vu en toi une rage tranquille, la même que j'ai eue. » Il s'assit, geste rare chez lui. Puis, à la surprise de Claire, il se mit à parler. Pas en patron, en homme. « J'ai dormi dans des foyers, tu sais, pendant près de 6 mois. Après la mort de mon père, ma mère a tout perdu. J'étais encore à la fac. Le jour, j'allais en cours. Le soir, je cherchais où passer la nuit. Les gens ne voyaient qu'un étudiant fatigué. Ils ne voyaient pas ce qu'il y avait derrière. » Claire resta muette. C'était la première fois qu'il évoquait quelque chose de personnel. « Quand j'ai lancé Valois Technologies, je n'avais pas de réseau, pas de financeur, juste une idée et une rage. J'ai dû me battre pour qu'on m'écoute. Et quand on a enfin commencé à réussir, on m'a dit que j'étais arrogant, que je m'isolais, que je voulais tout contrôler. Peut-être que c'est vrai, mais c'est comme ça qu'on survit. » Il la fixa longuement. « Tu me rappelles ce que j'étais, ce que j'ai peut-être oublié d'être. Tu ne dois pas me ressembler, Claire. Tu dois te souvenir pourquoi tu es là. » Elle sentit une émotion l'envahir, pas de l'admiration aveugle, mais une forme de reconnaissance. Ils n'étaient pas amis, pas égaux, mais il venait de lui tendre quelque chose de rare, un morceau de vérité. « Tu ne veux pas que je réussisse pour toi, dit-elle. Tu veux que je réussisse malgré toi. » Un sourire fugace éclaira le visage d'Antoine. « Exactement. » Il se leva, reprit son air de directeur. Mais le lien était là, un fil ténu, fait de respect mutuel et de cicatrices partagées. Reprends le travail et prépare-toi. Ce que je vais te confier ensuite sera encore plus difficile. Claire quitta le bureau changée, pas plus forte, mais plus ancrée. Elle comprenait enfin pourquoi ce projet lui avait été donné. Pas comme une faveur, comme une chance que peu savaient reconnaître. L'après-midi, elle reçut un appel d'un service qu'elle n'avait jamais contacté. Un rendez-vous avait été fixé pour le lendemain matin avec le département d'innovation sociale de Valois Tech. Aucun détail, juste une adresse dans la banlieue sud de Paris. Elle y alla seule, en transport, comme à ses débuts. Le lieu était modeste, un ancien entrepôt réaménagé en centre d'accompagnement. Là, elle découvrit un projet discret mais ambitieux, lancé par Antoine en marge des radars médiatiques. Un programme pour femmes sans emploi, en situation précaire visant à les former au métier de la tech. Claire resta 2 heures à écouter, prendre des notes, parler avec les responsables sur place. Le soir, de retour chez elle, elle reçut un dernier message d'Antoine. « Prépare une proposition pour en faire un pilier de notre stratégie. Tu as carte blanche. » Claire posa son téléphone, abasourdie. Ce n'était pas juste un défi, c'était une responsabilité sociale, une mission qui résonnait avec sa propre histoire. Elle se revit dans cette tranchée, le corps trempé, les mains pleines de boue. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sourit sans peur. Le lundi suivant, Claire entra dans la salle de réunion du 18e étage avec une concentration glaciale. Devant elle, une table vide, un carnet de notes, une bouteille d'eau. À la place des habituelles présentations techniques, un unique document trônait, un mémo confidentiel rédigé de la main d'Antoine Valois. À peine 2 pages, mais chaque phrase pesait son poids. Le projet social confié à Claire ne portait encore aucun nom. Il avait été initié de façon discrète par Antoine, presque clandestinement, comme une initiative personnelle. La mission de Claire était claire, donner à ce germe une forme, une structure, une ambition à l'échelle de Valois Tech. Elle avait carte blanche, mais ce pouvoir, loin d'être libérateur, était un fardeau immense. Elle passa les 2 premiers jours à consulter les équipes de terrain, à parler avec les bénéficiaires du programme, à comprendre les obstacles réels. La plupart des femmes qu'elle rencontra venaient de quartiers périphériques de Paris. Certaines mères isolées, d'autres anciennes employées licenciées, d'autres encore à peine sorties de longues périodes sans activité. Elles parlaient peu, mais leur regard disait tout. Le doute, l'espoir timide, la méfiance aussi. Claire ne se présenta jamais comme directrice ou responsable. Elle écoutait, posait des questions simples. Qu'est-ce qui vous bloque? Faites, qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce qui manque? Elle notait tout, en silence. Et petit à petit, un tableau plus vaste se formait. L'idée d'un programme d'inclusion réelle,
fondée non sur l'assistance, mais sur l'autonomie. Lorsqu'elle retourna au siège de Valois-Tech, elle s'enferma 3 jours dans une salle annexe, sans interruption. Samira lui apportait du café, Hélène jetait un œil de temps à autre, elle refusait toute distraction. Elle dessinait des modèles, écrivait des propositions, planifiait des budgets. Le défi n'était pas seulement logistique, il était symbolique. Démontrer que l'innovation sociale pouvait être aussi structurée, rigoureuse et performante que n'importe quel projet technologique. Elle décida de nommer l'initiative Voix Nouvelle. Un nom simple, direct, qui parlait à toutes celles qui, jusqu'alors, n'étaient que des ombres dans les statistiques de l'emploi. Le programme proposerait non seulement des formations techniques, mais aussi un accompagnement psychologique, des ateliers de confiance en soi, un mentorat professionnel. Chaque femme intégrée serait suivie sur 2 ans, avec des objectifs précis mais humains. Antoine lui accorda une réunion privée, 3 jours plus tard, pour entendre sa proposition. Lorsqu'elle entra dans son bureau, elle portait sous le bras un dossier complet, relié, prêt à être présenté à un conseil d'administration. Mais elle ne lui donna pas tout de suite. Elle s'assit, le regard franc. « Je veux que ce programme soit une composante officielle de Valois. Tech, pas une branche isolée, pas un projet à part. Je veux qu'il soit intégré dans notre ADN d'entreprise. » Antoine, comme toujours, resta silencieux un instant. Pourquoi? Parce que les femmes que j'ai rencontrées sont plus résilientes que beaucoup de nos collaborateurs. Parce qu'elles savent ce que c'est de tomber. Et parce qu'elles veulent apprendre, travailler, contribuer. Il nous manque cette énergie, ce réalisme. Elle ouvrit alors le dossier et déroula sa vision. Objectifs, indicateurs, partenaires à mobiliser, budget prévisionnel, projection sur 3 ans. Antoine ne l'interrompit pas une seule fois. À la fin, il hocha lentement la tête. « C'est ambitieux. Ce serait indécent que ça ne le soit pas, » répondit-elle. Il sourit légèrement. « Lance-le. Tu as mon soutien. Officiel. Mais tu sais que ce genre d'initiative va attirer d'autres regards. Pas que favorables. » Claire acquiesça. Elle s'y préparait depuis le début. Ce projet allait la placer encore plus au centre de l'attention, pas seulement en interne, mais aussi dans la presse, chez les politiques, les concurrents. Un projet à fort potentiel médiatique, et donc à forte vulnérabilité. Le lancement fut fixé dans 6 semaines, une période courte pour tout mettre en place, mais Claire savait que la lenteur tuerait l'élan. Elle s'entoura d'une équipe spécifique, incluant Samira pour la coordination technique, une ancienne directrice d'association pour la logistique terrain et 2 communicants. Elle refusa toute participation de consultants externes. Voix Nouvelle devait être une histoire vraie, pas un produit de communication. Les premières semaines furent un mélange de chaos et d'exaltation. Les résistances internes ne tardèrent pas. Certains cadres refusaient de céder des ressources, des plannings étaient modifiés sans prévenir, des promesses restaient sans réponse. Claire affrontait chaque mur avec méthode. Parfois, elle explosait, mais toujours hors caméra. Un matin, elle entra dans la salle de coordination et trouva son équipe en pleine tension. Un fournisseur clé s'était désisté. Un partenaire institutionnel menaçait de se retirer faute de garantie claire. Claire écouta, sans broncher. Puis elle prit la parole. « C'est le moment où tout peut rater, mais c'est aussi celui où on se redéfinit. » Ils la regardèrent, certains épuisés, d'autres prêts à suivre malgré tout. Elle n'avait pas besoin d'une armée, juste d'un noyau dur. Et elle l'avait trouvé. Mais alors que Voix Nouvelle entrait dans sa dernière ligne droite avant le lancement, un appel inattendu bouleversa la trajectoire. Antoine devait partir à l'étranger pour 2 semaines. Et dans ce délai, des journalistes avaient commencé à poser des questions. Claire sentit une menace diffuse se rapprocher. Elle n'était pas encore au bout de son combat. Le lundi de la semaine du lancement, Claire arriva plus tôt que d'habitude. À peine avait-elle franchi les portes vitrées de Valois Technologies que Paul, visiblement tendu, l'intercepta dans le hall. « Tu as vu la presse ce matin ?» Elle secoua la tête. Il lui tendit son téléphone. En une fraction de seconde, son estomac se noua. En première page d'un site d'information réputé pour ses titres sensationnalistes, un article explosif, la protégée du PDG, méritocratie ou passe-droit. En dessous, une photo d'elle, prise visiblement à son insu lors d'un événement interne. Le ton était acide, insidieux. Le texte insinuait que Claire Dumas, sans parcours remarquable ni diplôme prestigieux, n'avait été propulsée à la tête d'un projet stratégique
que par favoritisme personnel. Le lancement imminent de Voix Nouvelle y était décrit comme une manœuvre de communication pour redorer l'image de l'entreprise, qualifiant même l'initiative de opération de réhabilitation sociale cosmétique. Claire sentit ses jambes se dérober un instant, mais elle se reprit. Elle monta d'un pas rapide jusqu'à son bureau, les pensées en tumulte. À son arrivée, toute l'équipe était déjà au courant. Certains évitaient son regard, d'autres attendaient une réaction. Samira fut la première à briser le silence. On savait que ça viendrait, mais là c'est violent. Claire acquiesça sans un mot, puis elle s'enferma dans son bureau et lut l'article en entier. Chaque ligne semblait calculée pour nuire, pour semer le doute, pour affaiblir. Le journaliste citait des sources anonymes internes, des hauts responsables, prétendument inquiets de la tournure que prenait la gouvernance de l'entreprise. Et surtout, il insinuait que Voix Nouvelle n'était qu'un jouet social donné à une inconnue sans légitimité. Antoine était hors du pays, injoignable pendant 48 heures. Paul, bien qu'indigné, ne pouvait rien faire. Le service de communication restait prudent, évoquant un choix de silence stratégique. Claire comprit qu'elle était seule. Le plus dur fut l'après-midi. Un mail interne, signé par un cadre de direction, circula discrètement parmi plusieurs services. Il y était écrit sans détour que l'image de la société est fragilisée par des décisions peu transparentes et qu'il est peut-être temps de réévaluer certains projets symboliques en cours. Claire sentit le sol trembler sous ses pieds. Son projet, son équipe, son engagement, tout semblait remis en question. Ce n'était pas seulement une attaque personnelle, c'était une tentative de désamorcer Voix Nouvelle avant même sa naissance. Elle passa la nuit au bureau, écrivait, raturait, réfléchissait. Elle se demanda à plusieurs reprises si elle devait tout arrêter, laisser le feu s'éteindre, partir dignement avant que le ridicule ou l'opprobre ne l'ensevelisse. Mais à chaque fois que l'idée effleurait son esprit, une image revenait, celle d'une femme assise dans le centre de formation à la périphérie, tenant un stylo pour la première fois depuis 10 ans, les mains tremblantes, mais les yeux brillants. Le lendemain matin à 7h30, Claire envoya un mail à toute l'entreprise. Un message simple, rendez-vous à 11h dans l'auditorium, présentation exceptionnelle du projet Voix Nouvelle. Elle n'attendit pas de réponse. À 9h, elle appela les bénéficiaires du programme, les femmes qu'elle avait rencontrées, écoutées, accompagnées. Elle leur demanda une chose, venir, être présentes, témoigner. Elles acceptèrent sans hésiter. À 11h précises, l'auditorium était plein. Employés, curieux, sceptiques. Certains visiblement venus assister à un naufrage en direct. Claire monta sur scène seule, sans introduction. « Vous me connaissez peut-être, ou vous croyez me connaître », commença-t-elle. « Je suis Claire Dumas. Je suis entrée ici un jour de pluie, couverte de boue, sans costume, sans statut. Depuis on a dit que j'étais la protégée du PDG, que je n'avais rien fait pour mériter ma place, que Voix Nouvelle n'était qu'un coup de pub. Aujourd'hui, je vais vous présenter la vérité. » Elle parla sans notes, déroula son histoire, celle du programme, les femmes rencontrées, les obstacles surmontés. Puis, un à un, elle invita les participantes à monter sur scène. Une mère de 3 enfants, une ancienne caissière, une réfugiée formée en codage. Chacune raconta avec ses mots son parcours, sa renaissance. L'émotion gagna la salle. Les regards changèrent. Certains journalistes, invités par Claire elle-même, prenèrent des notes avec attention. Elle conclut avec calme. « Je n'ai pas été choisie pour plaire, mais pour construire. Voix Nouvelle n'est pas un pari, c'est une réalité, et ceux qui doutent sont invités à venir voir. » À la sortie, les visages étaient différents. Le scepticisme avait laissé place au trouble, à la réflexion. Le service communication de Valois-Tech, pris de court mais impressionné, demanda immédiatement un dossier presse. Le conseil d'administration, informé par Paul, suspendit toute tentative de blocage. Le soir même, Claire recevait un message laconique d'Antoine depuis l'étranger. « Bien joué. Continue. » Et pour la première fois depuis des semaines, elle pleura. Pas de fatigue, pas de rage, de soulagement. Elle venait de sauver non seulement un projet, mais une cause, et peut-être aussi une part d'elle-même. Le lendemain de la présentation, quelque chose avait changé dans les couloirs de Valois Technologies. Les regards n'étaient plus fuyants ni narquois. Il y avait un mélange de gêne et d'admiration retenue. Les discussions dans les ascenseurs,
dans la cafétéria, dans les open space, avaient toutes le même nom en toile de fond, Voix nouvelle. Claire le sentait dans l'air, le scepticisme s'était fissuré. Ce n'était pas encore une victoire, mais c'était une brèche. La vidéo de la présentation avait été publiée discrètement sur le portail interne de l'entreprise, puis partagée en externe par plusieurs médias présents. Les témoignages des femmes avaient touché un public bien au-delà des murs, de la société. Une journaliste d'un grand quotidien publia une tribune intitulée « Quand la vérité parle plus fort que la rumeur ». Et en quelques heures, le ton général changea. Claire, cependant, ne s'autorisait aucun triomphalisme. Elle avait appris que les vagues d'enthousiasme pouvaient se retirer aussi vite qu'elles arrivaient. Elle continua son travail avec la même rigueur, peaufinant le calendrier de déploiement du programme, renforçant les partenariats et consolidant l'équipe autour d'objectifs clairs. Une semaine après l'auditorium, elle fut convoquée au conseil de direction pour une mise au point. Contrairement à ce qu'elle craignait, il n'y eut ni reproche, ni mise à distance. Le président du conseil lui adressa un simple hochement de tête. « Vous avez fait plus que défendre un projet, mademoiselle Dumas. Vous avez rappelé à cette entreprise pourquoi elle existe. C'est rare. » La phrase resta gravée dans son esprit. Antoine, de retour, la convoqua en privé dès le lendemain. Il la fit attendre quelques minutes, un de ces jeux de pouvoir silencieux qu'elle connaissait désormais, puis la reçut, comme toujours, sans artifice. « Tu as retourné la perception, contre toutes les attentes. » Claire resta debout, les bras croisés. « Ce n'est pas fini, il y aura d'autres résistances, d'autres attaques. »« Oui, mais tu as gagné un avantage décisif, la crédibilité. Pas seulement ici, dans tout l'écosystème. Les regards sur toi ne sont plus condescendants, ils sont prudents. » Elle ne répondit pas. Elle pensait à celle qui comptait sur elle désormais. Ce n'était plus une mission d'image, c'était une responsabilité durable. « Tu as fait de Voix nouvelle un symbole, » ajouta Antoine. « Tu sais ce que ça veut dire ? Que si ça échoue, ça ne retombera pas seulement. »« Sur moi, » répondit-elle. « Exactement. C'est pour ça que maintenant, et on doit penser plus loin. » Il lui remit une enveloppe. À l'intérieur, une invitation officielle. Conférence internationale sur l'innovation sociale, à Bruxelles. Antoine voulait qu'elle y représente l'entreprise, qu'elle présente le projet comme modèle reproductible. Ce n'était plus une expérience isolée. C'était un exemple. Le jour de son départ pour Bruxelles, Claire croisa Luc Charvet dans le hall. Il s'était montré distant depuis sa nomination, oscillant entre tolérance froide et neutralité stratégique. Cette fois, il l'arrêta. « J'ai vu ta présentation. Impressionnant. Et ce que tu as bâti, c'est solide. » Elle le remercia d'un simple regard. Il reprit, après un bref silence. « Au début, je croyais que tu étais un signal politique, une façade. Mais j'avais tort, c'était une forme d'excuse. Et venant de lui, c'était plus qu'inattendu, c'était un retournement. » À Bruxelles, Claire présenta le programme devant un parterre d'experts, d'élus, de chefs d'entreprise. Son discours fut sobre, sans effet de manche. Elle parla de parcours, de réalité invisible, de l'importance d'intégrer les marges dans la dynamique centrale. Elle montra des chiffres, mais surtout des visages, ceux des femmes qu'elle accompagnait. À la fin, un homme s'approcha, directeur d'une entreprise allemande de cybersécurité. Il tendit sa carte. « Si vous décidez un jour d'exporter ce modèle, appelez-moi. » Claire sut à cet instant que ce qu'elle avait initié dépassait désormais le cadre de Valois-Tech. C'était une onde. De retour à Paris, un comité spécial fut organisé. Antoine voulait officialiser Voix nouvelle comme programme permanent de l'entreprise, avec budget, ressources, visibilité. Claire, bien qu'encore jeune dans la structure, fut nommée directrice de l'initiative, avec un siège consultatif au conseil. Certains, bien sûr, continuaient à murmurer. On ne fait jamais l'unanimité. Mais leur voix perdait en portée. Le poids des faits parlait désormais pour elle. Un soir, alors qu'elle quittait tard les bureaux, Claire passa devant la salle de formation. 3 femmes riaient autour d'un tableau blanc. Une apprenait à coder, l'autre corrigeait un document. La troisième expliquait une fonction en JavaScript. Claire s'arrêta, les observa sans un mot. C'était pour cela qu'elle tenait, pour cela qu'elle avançait. Ce retournement n'était pas une fin, c'était le vrai début. Le printemps s'était installé à Paris avec une douceur inattendue. Les arbres en fleurs bordaient les avenues et les vitres de Valois Technologies réfléchissaient la lumière comme un éclat nouveau.
L'entreprise, autrefois perçue comme une forteresse de verre et d'algorithmes, vibrait désormais à un rythme plus humain. Et en son cœur, une initiative née d'un accident, d'un regard audacieux, d'une chute dans la boue. Voix. Nouvelle. Claire Dumas n'était plus une inconnue. Elle était devenue en quelques mois une figure respectée du paysage entrepreneurial français. Sollicitée par les médias, conviée à des conférences, elle répondait avec sobriété, déviant les projecteurs pour mieux protéger le projet et les femmes qui l'incarnaient. Elle avait appris à naviguer les eaux troubles du pouvoir, sans jamais oublier pourquoi elle avait commencé. Un jour de mai, un mail circula dans les boîtes de réception internes de Valois Tech. Antoine Valois annonçait une conférence exceptionnelle ouverte à tous les collaborateurs. L'intitulé était sobre « L'avenir de Valois Technologies ». L'excitation fut immédiate. Les spéculations allaient bon train. Certains parlaient d'une fusion, d'une acquisition, d'un changement stratégique. Personne ne devinait ce qui allait vraiment se passer. L'auditorium était plein à craquer. Antoine monta sur scène, seul, sans support visuel, comme à son habitude. Il portait un costume bleu foncé, sans cravate, le regard calme. Cela fait 15 ans que Valois Technologies existe. 15 ans que je me bats pour que cette entreprise reste à la fois visionnaire et humaine. Mais toute vision a besoin d'un souffle nouveau. Aujourd'hui, je vous annonce que je quitte la présidence de l'entreprise. Un murmure se répandit dans la salle, suivi d'un silence tendu. Je ne pars pas du monde. Je crée une fondation, dédiée à l'innovation sociale, où je pourrai agir sans les contraintes du conseil. Des chiffres trimestriels, des impératifs de marché. Mais Valois Tech reste. Et elle a besoin d'une direction qui incarne ce qu'elle est devenue, ce qu'elle doit devenir. Il fit une pause, balaya la salle du regard. J'ai vu passer ici des centaines de profils brillants, des esprits d'exception. Mais une seule personne m'a rappelé pourquoi j'avais lancé cette entreprise. Une personne qui est entrée ici trempée, couverte de terre mais le regard droit, qui a affronté les rumeurs, les pièges, les échecs et en a fait des fondations, qui a créé quelque chose de concret, de vivant, à partir de presque rien. Claire, au fond de la salle, sentit tous les regards converger vers elle. Son cœur s'arrêta une seconde. Je nomme Claire Dumas à la présidence de Valois Technologies. Un tonnerre d'applaudissements s'éleva. Certains se levèrent, d'autres restèrent figés, choqués. Claire ne bougea pas. Elle se leva lentement, le visage fermé, traversa la salle sans un mot, monta sur scène aux côtés d'Antoine. Il lui tendit la main. Elle la serra. « Ce n'est pas une récompense, dit-il à voix basse. C'est une responsabilité. » Puis, il se retira, la laissant seule devant l'auditoire. Claire prit une longue inspiration. Elle regarda les visages devant elle, des collègues, des sceptiques, des alliés, des inconnus. Puis elle parla. « Je ne suis pas arrivée ici pour diriger une entreprise. Je suis arrivée parce que je cherchais une chance. Ce que j'ai trouvé, c'est une mission. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez tous contribué de près ou de loin à ce que nous avons construit. Et si je dois diriger cette entreprise, ce ne sera pas par titre. Ce sera par conviction. » Elle s'interrompit. Chercha les mots justes. L'avenir de Valois Technologies ne se mesurera pas uniquement en part de marché, mais en sa capacité à intégrer tous les talents, toutes les voix, même celles qu'on ne voit pas encore, même celles qu'on a trop longtemps ignorées. Un nouveau silence, un respect palpable. Elle descendit de scène, droite, solide, déjà différente. Dans les couloirs, certains murmuraient encore. Mais cette fois, ce n'était plus du doute. C'était de l'étonnement, parfois de l'admiration. Et une chose était certaine, on parlerait longtemps de ce jour. Ce soir-là, seule dans son bureau, Claire ouvrit la fenêtre. Le vent portait l'odeur du printemps et le tumulte lointain de la ville. Elle pensa à Lyon, à l'autocar, à la chute dans la boue. Elle pensa aux regards de mépris, aux erreurs, aux larmes étouffées dans les toilettes du 22e étage. Et puis, elle pensa aux femmes de Voix Nouvelle, à Antoine, à Samira, à Hélène, à tous ceux qui avaient cru, parfois malgré eux. Elle sourit. Pas de victoire, pas de triomphe, juste une étape. Demain, tout recommencerait. Mais cette fois, elle serait celle qui ouvrait les portes.